Enseignement de première spécialité en physique. Je vous propose une correction commentée de l'activité 1 sur la propagation des ondes sismiques, puis une correction de la carte mentale sur l'activité 3 sur la houle. Alors dans l'activité 1, il y a 3 sismomètres qui sont positionnés en 3 lieux géographiques différents, VALF, CARF et FILF. Pour répondre à la question A, il faut prendre conscience qu'il y a 2 types d'ondes sismiques qui se propagent selon des mécanismes différents. Les ondes P, comme première, arrivent avant les ondes S, et donc il faut penser à additionner le retard de chaque onde lue sur le graphe à l'heure à laquelle le sismogramme a été enregistré. On obtient donc, par exemple, au sismomètre VALF, une heure d'arrivée pour l'onde P de 13h23 minutes 57 secondes et 13h24 minutes pour l'onde secondaire pour l'onde S. La question B est fondamentale, il faut que vous sachiez y répondre, c'est une application directe du cours. Elle fait appel à la définition du retard. Le retard d'une onde en un point correspond à la durée de son trajet, à la durée de son parcours. Pour l'onde S, par exemple, si elle a été émise à la date T0 à l'épicentre, alors elle va arriver au sismomètre à la date notée TS dans le tableau, et donc le retard, le temps de propagation, ce sera la date la plus importante, la plus grande, TS, moins la date initiale T0. De même, pour l'onde P, le retard sera TP moins T0. Donc lorsqu'on applique la relation du cours, on sait que une distance parcourue par une onde dépend de sa célérité et du retard. D égale V fois delta T, noté ici, D égale Vs fois Ts moins T0 pour l'onde S. Pour l'onde P, c'est la même chose, mais avec une célérité qui sera Vp, donc plus élevée que celle de l'onde S, et une date d'arrivée Tp, qui va nous permettre de calculer un retard Tp moins T0. Donc deuxième relation, D égale Vp fois Tp moins T0. C'est à partir de là, à partir de la question 3, que les choses se corsent. Je reviens sur ce qu'on a écrit dans la question 2. La distance entre le sismomètre et l'épicentre, qui est la même pour les ondes P et les ondes S, s'exprime de deux façons. D égale Vs fois Ts moins T0 ou D égale Vp fois Tp moins T0. On dispose là de deux équations. Le souci, c'est que dans ces deux équations, on a deux inconnus. Ici D, qu'on retrouve là, et ici T0, qu'on retrouve ici. Quand on a un système de deux équations à deux inconnus, on peut, c'est ce que je vous propose ici, exprimer une des inconnues en fonction de l'autre, puis remplacer, substituer dans la deuxième. Donc parenthèse 1 désigne l'expression du retard pour l'onde S, et parenthèse 2 l'expression du retard pour l'onde P. J'ai commencé par exploiter l'onde S. À partir de l'expression numéro 1, en divisant par Vs, on peut dire que Ts moins T0, c'est D divisé par Vs. Comme on cherche l'expression de T0, il suffit alors de soustraire par Ts et de multiplier par moins 1, ce qui va nous donner moins T0 égale D sur Vs moins Ts, et en multipliant par moins 1, plus T0 est égal à Ts moins D sur Vs. On a alors une expression d'une des inconnues, T0, la date à laquelle a lieu le séisme, qu'on ne connaît pas, en fonction de Ts qu'on a lu sur les graphes et que vous avez rempli dans le tableau, de la deuxième inconnue D qu'il va bien falloir résoudre, et de la célérité de l'onde S, que l'on connaît. La deuxième et dernière étape de cette question consiste cette fois à exprimer à partir de la relation 2, la deuxième équation, la distance D séparant le sismomètre de l'épicentre en fonction des paramètres de l'énoncé, c'est-à-dire en fonction de VPVS, TPTS. L'astuce, c'est donc de remplacer T0, qui était jusqu'alors inconnu, par son expression en fonction des données, soit TS moins D sur VS. En remplaçant, on obtient alors D égale VP fois TP moins T0, et moins T0, c'est l'opposé de l'expression qui est là, donc c'est moins TS plus D sur VS, ce qui nous donne la relation qui est écrite ici. Le reste consiste à regrouper les expressions de la distance D qu'on trouve à la fois à droite et à gauche de l'égalité. Je vous propose de façon assez détaillée de commencer par développer le terme où se situe D à droite de l'égalité. Donc la relation 2 équivaut à écrire aussi D égale
Vp fois Tp moins Ts, ça on ne change pas. Mais le troisième terme, c'est Vp fois D sur Vs, on va le sortir de la parenthèse. Donc on développe. Ensuite, le D qui est là, accompagné de son facteur Vp sur Vs, on va le soustraire et on va donc l'envoyer dans l'autre membre. Ce qui va nous faire un D moins Vp sur Vs fois D est égal à, qu'est-ce qui nous reste ici? Vp fois Tp moins Ts. Et ce terme-là, donc on l'a soustrait, il n'est plus là, il est passé de l'autre côté. On dit qu'on isole D. On a D alors dans cette relation qui est située dans deux membres. On va alors factoriser. D, c'est la même chose que D fois 1. Et moins D fois Vp sur Vs, c'est la même chose que D fois moins Vp sur Vs. Si vous avez un doute, vous prenez l'expression qui est là et vous la développez. Vous verrez que vous tombez sur l'expression qui est ici. Donc, on peut écrire que D facteur de 1 moins Vp sur Vs, c'est, ça on recopie sans se tromper, c'est le terme qu'on a ici depuis le début, Vp fois Tp moins Ts. On a factorisé par D. Il nous reste à trouver l'expression simple de D. On va diviser par le facteur 1 moins Vp sur Vs. Ainsi, D, lorsqu'on divise par cette parenthèse, se retrouve seul dans le membre de gauche. Et ce terme se retrouve au dénominateur de la fraction, ce qui nous donne D égale Vp fois Tp moins Ts, ça ne change pas, divisé par le membre ici, 1 moins Vp sur Vs. Ici, le problème pourrait s'arrêter. En remplaçant Vp, Tp, Ts et Vs par les valeurs de l'énoncé, on peut faire les applications numériques demandées dans la question suivante. Simplement, je voulais vous montrer par un souci d'élégance, qu'en multipliant cette fraction par Vs au numérateur et au dénominateur, on évite d'empiler les fractions, et si au numérateur on écrit Vs fois Vp fois Tp moins Ts, en multipliant le dénominateur par ce même terme Vs, ça fera Vs fois 1 Vs, et moins Vp sur Vs, ça fera moins Vp. Donc l'expression la plus simple de D, donc je vous rappelle la distance entre le sismomètre et l'épicentre, dépend des célérités des deux ondes, dépend des dates à laquelle ces deux ondes sont apparues sur les sismogrammes, et permet ainsi de faire trois applications numériques assez simples pour déterminer la distance à laquelle le séisme a eu lieu par rapport au capteur. Alors si pour chaque sismomètre on remplace Vs, Ts, ici Vs, Ts, Vp et Tp par leur valeur, on va trouver trois résultats différents. On va trouver que Valf est à 24 km de l'épicentre, Carf 20 km de l'épicentre et Filf 35 km. La suite consiste en une triangulation. Si vous savez que l'épicentre a eu lieu à 24 km de Valf, alors ça veut dire que l'épicentre est situé sur un cercle de rayon 24 km. De même pour Carf, avec un cercle de rayon 20 km, et de même pour Filf, avec un cercle de rayon 35 km. Mathématiquement, l'intersection de deux cercles donne naissance à deux points, ici et là par exemple. Et si vous voulez avoir un point et être sûr de la position E de l'épicentre, il faut donc bien un troisième sismomètre, un troisième cercle, car l'intersection de trois cercles, lorsqu'ils sont concurrents, se fait en un seul point, le point E. Et donc le point E est à la fois à 24 km de Valf, à 20 km de Carf, et ici à 35 km de Filf, ce qui nous permet de situer la zone où géologiquement a eu lieu la rupture de faille, où a été libérée l'énergie sismique qui s'est propagée sous forme de deux types d'ondes avec un certain retard jusqu'aux trois capteurs, jusqu'aux trois sismomètres évoqués dans toute la question. Je termine cette capsule vidéo par la correction de la carte mentale située à la fin de l'activité sur la houle. Suite au TP que nous avons réalisé avec la modélisation par Python de la propagation d'une onde mécanique progressive à la surface de l'eau, on a tous les éléments, tous les termes de vocabulaire et les termes mathématiques pour caractériser une onde. Alors une onde mécanique peut exister sous forme de différents types d'ondes. Les ondes sismiques, les ondes P et les ondes S, rencontrées dans le début de l'activité. Les ondes sonores,
que j'ai évoqué plusieurs fois à l'oral en cours. Et les ondes à la surface de l'eau, ici il fallait mettre la houle. Les propriétés des ondes mécaniques, ça c'est le résumé du cours. On sait qu'une onde mécanique transporte de l'énergie, en l'occurrence de l'énergie mécanique, c'est de la vibration, c'est ce qu'on appelle la perturbation, mais elle ne transporte pas de matière. Attention à la négation, elle est là. Pour qu'une onde se propage, il faut qu'il y ait un milieu matériel, un milieu élastique qui puisse être perturbé pour permettre la propagation de proche en proche de l'onde. Donc ici, le mot-clé, c'était un milieu. Ce milieu, pour les ondes sismiques, c'est le solide, c'est la roche, c'est le sol. Pour les ondes sonores, on a vu que c'était généralement des gaz, c'est l'air qui nous entoure, mais les ondes sonores, elles se propagent aussi dans les liquides et dans les solides. Je vous renvoie aux valeurs numériques qui sont dans votre cours, avec la différence de célérité des ondes sonores entre l'air, l'eau et le métal. Enfin, la houle, cette perturbation à la surface de l'eau, se propage évidemment dans l'eau. Pour terminer, les grandeurs qui caractérisent une onde mécanique progressive, de nature ici sinusoïdale, pour la houle, sont évidemment son retard, qu'on a évoqué dans la correction de l'activité sur les séismes. Le retard noté tôt dans le cours, c'est la distance que doit parcourir l'onde, divisée par sa célérité. Donc la célérité de l'onde, elle s'exprime comme étant le rapport entre x et tau. Formule de collège, V égale D sur T. Connaissant la célérité de l'onde, c'est-à-dire connaissant le retard de l'onde en un point d'abscisse x, on va pouvoir modéliser, et on a modélisé dans l'activité Python réalisée en travaux pratiques, l'élongation d'un point, par exemple c'était à la surface de l'eau, en fonction du temps et en fonction de sa position. Ainsi, dans cette équation, nous avons y qui vaut a max fois sinus de pi sur grand T fois petit t moins x sur v, c'est-à-dire petit t moins tau. Cette modélisation nous permet de connaître l'élongation y d'un point à la surface de l'eau à n'importe quelle date selon son abscisse, c'est-à-dire selon la distance horizontale qu'a parcouru la houle. Dans cette famille sinusoïdale, vous avez plusieurs paramètres mathématiques. Grand T correspond à la période de l'onde. Vous devez apprendre par cœur que la période, c'est la plus petite durée séparant deux instants entre lesquels le phénomène ondulatoire se reproduit identique à lui-même. La période s'exprime en secondes. Une remarque en passant, même si ce paramètre ne figure pas dans la modélisation, la période est liée directement à la fréquence du phénomène, la fréquence qui s'exprime en Hertz étant l'inverse de la période, f égale 1 sur t. Enfin, dernier paramètre intervenant dans cette fonction, l'amplitude de la fonction, c'est-à-dire sa valeur maximum. Dans la modélisation Python qu'on a réalisée, on avait laissé cette valeur à 1, modélisant une vague de 1 mètre de haut, mais elle peut évidemment être modifiable. Donc à vous de bien maîtriser les définitions là, qui sont en bas de la carte mentale, particulièrement être capable de définir avec rigueur ce que c'est que la célérité d'une onde et le retard d'une onde, la période et la fréquence d'une onde, et reconnaître dans un programme Python la fonction sinusoïdale pour être capable de la faire varier en fonction des paramètres évoqués ici juste avant.